Ce qui m'avait marqué, voilà, c'était la question de la singularité du patient, et le fait de trouver vraiment pour chacun la bonne intention, raconter la bonne histoire de vie pour comprendre vraiment comment faire le meilleur soin, le plus personnalisé, quoi. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andloer part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien. Viens, on va sortir la guitare. Tu veux m'aider? Regarde ici. Super, et juste en haut ici. Là, encore, vas-y. Vas-y, tout en haut. Vas-y. Ouais, super. Tu sors la guitare? Je m'appelle Christophe Musset, je suis musicien et musicothérapeute. J'ai 35 ans. Tu viens t'asseoir? On va faire la guitare? Pour moi, il y a eu d'abord la musique, très clairement, parce que moi je suis musicien au départ. J'ai été musicien, auteur, compositeur, chanteur dans un groupe pendant pas mal d'années. Le groupe s'appelait Revolver. Ça a assez bien marché entre 2008 et 2013, un truc comme ça. You have one more for us? Yeah, a song called Get Around Town, the first song we've ever composed. Our first single in France. Get around town, gentlemen, it's the buddies countdown, the buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the buddies countdown, the buddy counts down. J'étais guitariste, chanteur et puis auteur, compositeur, enfin on écrivait tous les trois. Mais voilà, moi je sentais que j'étais arrivé, disons, dans une zone de blocage pour moi. Je prenais plus vraiment plaisir à faire ça. Ça faisait, je sais pas, 5 ou 6 ans qu'on faisait ça non-stop. Il y avait quelque chose, il y avait vraiment une dimension qui me manquait. Il y en a beaucoup qui rêvent de ça, mais enfin il y avait quelque chose qui, moi, en fin de compte, m'allait plus. Il y avait quelque chose qui s'était un peu bloqué, qui s'était cristallisé, et je sentais que même j'ai des souvenirs de concerts où il y avait pourtant beaucoup de monde, et puis moi j'avais du mal à me connecter vraiment aux émotions qu'il y avait dans nos musiques, dans nos chansons. J'étais un peu à côté de moi-même, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose du contact humain qui me manquait quelque part. Je pense que j'étais retranché dans une sorte de bulle. En fait, j'ai plutôt commencé par devenir bénévole dans différentes associations, en faisant des ateliers de musique dans des hôpitaux ou dans des associations avec des enfants de familles assez défavorisées. Et puis finalement, je me retrouvais à écrire des chansons avec ces enfants, et je voyais qu'ils arrivaient à se concentrer sur des plages qui étaient bien plus longues que ce dont ils étaient capables en classe, par exemple, en cours. Donc je sentais bien, un peu confusément, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose dans la musique qui n'était pas que de l'animation. Il y a eu, disons que je suis parti un peu d'abord en restant en France, mais dans un monastère bouddhiste où déjà je sentais que le rapport au son, même si ça m'a pas vraiment, je ne me suis pas senti très connecté avec cette tradition-là, enfin en tout cas à ce moment-là, mais le rapport au son, le rapport au chant était déjà quelque chose de différent. Et ensuite, je suis parti un peu en Amazonie, où là, j'ai découvert plutôt les chants des chamans en Amazonie. Alors là, c'est encore complètement autre chose. Le chant est vraiment l'instrument, l'outil de guérison. Alors là, moi, j'étais complètement fasciné parce que c'est un rapport au chant et à la musique qui est très différent du rapport que j'avais quand j'étais auteur-compositeur dans un groupe de pop en France. Alors là, c'est vraiment sans aucune commune mesure, quoi. Cette intention-là, qu'elle soit celle des chamans ou
ou des yogis qui chantent des mantras, la force de l'intention, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je pense qu'effectivement, c'est pas une approche très occidentale. Et puis c'est le contact aussi. Là, je voyais bien le contact direct entre, par exemple, le chaman qui va chanter pour quelqu'un face à lui ou elle. Il y a vraiment un contact direct par la musique. Ce qui m'avait marqué, voilà, c'était la question de la singularité du patient, et le fait de trouver vraiment pour chacun la bonne intention, raconter la bonne histoire de vie pour comprendre vraiment comment faire le meilleur soin, le plus personnalisé, quoi. Cette question du soin, je l'ai vraiment rencontrée à ce moment-là. Ça, c'est très clair. Chez les chamans en Amazonie, la question du soin, ils appellent ça vraiment des soins. Ce qu'ils donnent avec les chants, ce sont des soins. Disons qu'ils soignaient à la fois des choses qui peuvent être très physiques, à la fois beaucoup de choses aussi, beaucoup plus de l'ordre des maladies mentales. Et puis, bien sûr que on va pas soigner un rhume en écoutant, en allant voir un musicothérapeute, mais il y a aussi un soin, c'est-à-dire quelque chose qui vient soigner plutôt du côté émotionnel et du côté de l'âme plus que du corps. Et encore une fois, c'est assez banal, mais je me souviens très bien quand j'étais ado et que j'étais pas très bien dans mes baskets à cette époque, écouter de la musique, ça me faisait énormément de bien. J'avais pas de problème physique, mais je sentais bien que ça faisait du bien à mon âme. On sait tous très bien ça pour la musique, mais donc il y a un vrai pouvoir thérapeutique de la musique. Ça, c'est indéniable, et je pense qu'on le réalise progressivement, quand même. En rentrant en France, j'ai toujours l'idée d'écrire de la musique et d'en enregistrer et de faire des chansons, mais j'ai aussi l'idée de prendre cet outil-là que je connais bien, c'est-à-dire ma guitare et le chant, et d'aller les employer dans d'autres cadres. Donc c'est à ce moment-là que je trouve des associations, un hôpital, c'était à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et puis différentes associations dans lesquelles je propose des ateliers de musique bénévoles. J'avais déjà entendu le mot musicothérapie, j'avais l'impression que c'était plutôt un mot qui m'attirait, en tout cas que je pensais comprendre, et puis je suis tombé sur une formation au Centre international de musicothérapie qui est à Noisy-le-Grand. C'est une formation qui a duré 2 ans, et c'est dans le cadre de cette formation ensuite que j'ai entendu parler disons de différents publics auxquels peut s'adresser la musicothérapie, dont l'autisme. En général, j'étais assez méfiant des images préconçues, prémâchées qui pouvaient être transportées par certains films ou certaines histoires ou certains médias. Donc j'avais pas une image très précise, mais par contre, j'avais l'intuition qu'il y avait cette hypersensibilité qui pouvait être liée à des mouvements d'angoisse. J'avais l'intuition de pouvoir comprendre, l'impression de pouvoir comprendre un peu ces états-là, de devoir parfois, par des mouvements de stéréotypie ou par des choses comme ça, se retrancher, se reformer une forme de cocon autour de soi qui soit contenant, qui soit rassurant, dans la répétition de certains gestes, de certaines choses. Je côtoyais suffisamment, disons, une forme de sensibilité et d'angoisse quotidienne pour sentir qu'il y avait une résonance possible. Mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez, messieurs, mesdames, applaudissez. Super, Balthazar, on applaudit. Très bien. On sort un autre instrument? Ouais. Tiens. J'ai commencé à faire un stage, tout simplement, de fin de formation dans un IME qui s'appelle Maya, qui est à Paris, dans le 12e. Il y avait des enfants à la fois, un groupe, une classe d'enfants de 4 ou 5 ans, avec lesquels j'ai commencé à travailler tout de suite.
Et puis d'autres classes aussi, avec des enfants jusqu'à 18 ans à peu près, quoi. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de, disons, aussi bien d'avoir des objectifs thérapeutiques, des objectifs de motricité, des objectifs d'apprentissage ou de motricité fine, enfin voilà, mais aussi de proposer aussi un temps de plaisir par la musique. En gardant un peu la même mélodie toujours, en la chantonnant toujours un peu, je vais plutôt passer à des instruments de percussion, des tambourins, des bongos, des petits shakers ou des choses comme ça. Si je vois que le travail de rythme est intéressant, sur la motricité, sur la complémentarité main gauche, main droite, sur les différentes dynamiques, soit on peut continuer sur plutôt un travail mélodique, à ce moment-là sur un petit piano, les petits mélodicas dans lesquels on souffle, ou parfois des cloches musicales aussi. Et puis en général j'aime bien aller vers la voix aussi quand c'est possible. Ça veut pas dire la verbalisation, mais simplement la voix. Moi quand j'ai commencé à travailler dans cette IME, c'était avec des enfants petits, donc la violence elle se pose pas tant que ça à ces âges-là, même s'il peut y avoir déjà des comportements violents, hein. Par contre après oui, avec d'autres enfants un peu plus âgés, j'ai assez vite rencontré effectivement des profils d'enfants très violents. Alors on parle de bleus, oui, de morsures, de griffures aussi. Alors forcément au départ, quand on n'est pas du tout habitué, c'est sûr que ça demande un certain temps d'adaptation, hein, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose d'effrayant. J'étais pas du tout habitué à la possibilité qu'on me saisisse par le col ou qu'on cherche à me donner une claque, à me taper. Alors je débarquais un peu, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les équipes, pour ces éducs, les psys, etc., qui travaillent là-bas, qui savent admirablement bien gérer les effusions de violence comme ça, ou les troubles de comportement quand ils arrivent, quoi. Je me souviens du silence, de certains silences au moment de la gestion de crises violentes comme ça, de l'équipe qui arrivait à simplement se faire des signes de la main ou du regard pour coopérer et voir comment ils allaient gérer ça. Et puis finalement, l'IME restait très silencieux et puis la crise finissait par passer. Alors parfois ça prend du temps, hein, mais la question de la violence, oui, c'est une question qui est importante et qui après... je pense que ça fait travailler aussi des choses chez les thérapeutes ou les éducs ou les psys. Je pense qu'il y a quelque chose d'intime aussi qui rentre en jeu, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir à son propre corps, sa propre violence qui est contenue. Alors bien sûr que je vois bien qu'il y a un mode d'expression dans cette violence, c'est qu'il y a une souffrance qui est telle qu'elle doit s'exprimer de façon violente pour évacuer quelque chose. Le tuyau par contre il faut me le laisser parce que sinon je peux pas souffler. Regarde, écoute. Alors on va pas jouer avec la bouche, on va jouer avec le doigt, l'index. Non, le tuyau c'est pour moi, regarde. Avec un seul doigt, vas-y. Très bien. Je n'ai pas de définition bien précise, mais enfin je pense que la musicothérapie est quand même à la croisée de différents champs qui entourent l'autisme. Fais les planches d'abord, comme ça. Par le chant, par le travail du souffle, de l'articulation, de la diction, je pense qu'il y a des passerelles avec l'orthophonie, il y a des passerelles avec ce que font aussi les psychomotriciennes, ça semble aussi évident par le rythme du corps, etc. Dans mon expérience, qui est encore une fois une expérience assez limitée, c'est vrai que le dialogue, alors que ce soit avec les psys, les éducs dans les IME, pour moi ce sont des choses qui sont vraiment essentielles parce que ça me donne beaucoup d'informations sur les patients, sur les enfants ou les adolescents. Et ça m'aide à voir si je suis dans la bonne dynamique et si mes objectifs sont les bons. Avant de l'envoyer dans une zone un peu une zone nouvelle, il faut trouver sa zone de confort, même en musique, et savoir de quoi il a envie, qu'est-ce qui lui fait plaisir, de quoi il a besoin. Et puis ensuite, dessiner les objectifs. Pour moi c'est crucial, ouais, pour être bien sûr d'aller dans le bon sens et de pas faire fausse route. Je pense à plusieurs enfants que j'ai eus cette dernière année, je pense notamment à deux avec qui
Ça a été très difficile, où j'ai mis on a mis plutôt, je sais pas, entre 6 et 8 ou 10 mois à vraiment installer la relation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'était 2 enfants dont on m'avait dit qu'ils avaient une relation hyper forte à la musique. Mais quand ils étaient face à moi en musicothérapie avec des instruments, ils se refermaient complètement, voire ils devenaient violents avec moi, ils voulaient pas du tout. Et il a fallu que je comprenne qu'en fait, leur rapport très intime à la musique, c'était un rapport qui était vraiment très personnel. Donc quelque part, quand j'arrivais avec moi, mes outils musicaux, je leur volais un peu leur rapport intime à leur propre musique. Donc avec l'un d'entre eux, par exemple, j'ai passé, je sais pas combien, au moins 10 séances, ou peut-être plus, 10-12 séances, simplement à écouter une chanson qu'il adorait, et on la mettait sur son iPad et on l'écoutait ensemble. Et progressivement, au fur et à mesure des séances, j'ai sorti des instruments pour jouer la mélodie du morceau. Il a commencé à jouer avec moi, toujours en écoutant le morceau qu'il aimait écouter. Et donc pour moi, la musicothérapie, elle peut vraiment apporter ça. Partir du terrain de l'enfant, puis ensuite, de façon assez fluide, se diriger vers un travail que ce soit du type cognitif, sur la mémoire, ou sur un apprentissage, ou un travail de type moteur, sans essayer de lui imposer quelque chose, mais en partant de ce que lui va proposer. Maintenant, regarde comme ça. Une note. À toi. Presque, bien. Vas-y. Très bien, ça c'est bien. Vas-y encore une fois. Très bien, super. Et la girafe? Moi, je suis d'un naturel assez patient, donc je pense que ça, c'est pas mal, parce que sinon, il faudrait bien travailler la patience. Ouais, très bien. Et les objectifs, je pense que c'est vraiment bien d'en avoir d'emblée, d'entrée de jeu, d'avoir des objectifs, mais de pas trop s'y accrocher, d'accepter que ces objectifs, ils évoluent, ils peuvent évoluer d'une semaine à l'autre, ils peuvent être complètement mis entre parenthèses aussi pendant certaines semaines, où il peut y avoir des troubles, notamment je pense à des troubles du comportement qui d'un coup apparaissent, qui n'étaient pas là pendant plusieurs semaines, et puis d'un coup ils sont là. Alors il y a toute une série d'objectifs qu'on est obligé de laisser de côté, parce qu'il faut gérer ce qui est en train de s'exprimer, quoi. Donc, mais au moins ça me donne un cadre auquel me raccrocher, et quitte à ce qu'il soit mis à la poubelle, c'est pas grave. C'est banal à dire, hein, mais ce qui me plaît le plus, c'est ce contact avec toutes ces personnalités différentes, tous ces enfants qui ont tous des sensibilités vraiment qui sont bien affirmées, en fait, et de pouvoir vraiment rentrer en contact avec eux par la musique. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Même quand c'est pas facile, je suis toujours hyper motivé à l'idée que je vais faire ça aujourd'hui. Je sens bien quand je viens chercher un enfant dans sa classe, quand il se lève d'un coup, quand il me voit qu'il est très content de venir à la séance, c'est déjà génial. Je dirais qu'il faut vraiment se mettre à l'écoute de l'autre, et que l'écoute, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. C'est pas quelque chose qui est inné ou acquis. Il faut vraiment apprendre à écouter de façon subtile la personne qu'on a en face de soi. Pour des gens qui sont musiciens et qui veulent devenir musicothérapeutes, par exemple, je pense que l'écoute du musicien, il faut la mettre entre parenthèses, parce qu'on va pas faire de la musique dans des séances de musicothérapie. On va pas chercher des objectifs musicaux. On s'en fiche de savoir si ça sonne bien, si ça sonne pas bien, si le rythme est bien en place, si on respecte des règles harmoniques ou mélodiques, si la mélodie est intéressante ou pas. On s'en fiche de tout ça. Donc déjà, ça, c'est pas une mince affaire, parce qu'il y a un formatage de l'écoute qui est très fort. Regarde comment je fais. Je souffle dedans. Oui, c'est ça, souffle exactement, vas-y. C'est exactement ça, c'est super. Encore. Comme ça, comme tu viens de faire, c'est très bien ça. Comme ça.
Vas-y, à toi. Oui, très bien, t'as entendu? C'est bien ça. Attends, encore une fois. On essaye encore une fois. Exactement encore. Comme tu as fait tout à l'heure, c'était très bien. Ouais, super. Pour moi, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que mon écoute de la musique a vraiment profondément changé depuis quelques années. Je pense que c'est lié à la formation de musicothérapie que j'ai faite, c'est lié aussi aux expériences de musicothérapie, et je suis plus dans une écoute du son, de l'intention, et de l'atmosphère peut-être, de ce qui peut transparaître dans de la musique. Mais quand je dis musique, aujourd'hui, je pense à musique dans un sens vraiment très très large. Et je sens beaucoup que, avec certains enfants autistes, mais je pense aussi avec des personnes âgées en EHPAD, il y a des vocalisations, par exemple, que j'écoute comme de la musique, des vocalisations un peu stéréotypiques, c'est-à-dire un peu répétées, qui font partie disons, du monde sonore de l'enfant, par exemple. Quelque part, il dévoile le monde sonore dans lequel il évolue. J'essaye d'apprendre à accéder à tous ces mondes sonores. C'était le 2e épisode de notre nouvelle saison de podcast sur l'autisme. Nous avons déjà mis en ligne 9 portraits de parents et professionnels que vous pouvez découvrir sur toutes vos applications de podcast. Merci à Christophe Musset pour sa confiance et son accueil. Pour en savoir plus sur les différentes méthodes de prise en charge comportementale, vous pouvez lire un article complet à ce sujet sur notre site originel.fr. Dans le prochain épisode, nous approfondirons les besoins et la complémentarité des différents métiers qui entourent l'autisme avec la psychologue spécialisée Clémence Arbillot. Toutes les cordes. Boca, boca, caçaí. Ouais. Oh, lélé, super. Oh, lélé, oliva, macassi. Toutes les cordes. Oh, lélé, ça c'est bien ça. Oh, lélé, oliva, macassi. Très bien, bocanaille, toutes les cordes.